Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour le 55e épisode d'une semaine en comics. Un épisode un peu en retard, j'en suis désolé, et un épisode dans lequel je ne traiterai qu'une partie des sorties de la semaine qui m'intéressait. En gros, j'ai pas pu prendre les nouveautés urbaines sorties vendredi dernier, vu que je me suis accordé un petit week-end prolongé. Et à ce propos, j'en profite pour passer le bonjour à quelques fidèles et joviaux spectateurs de la chaîne que j'ai rencontrés ce week-end. Moi qui pensais passer inaperçu, c'est raté, mais en tout cas c'était bien cool. Donc un grand bonjour à Michel, Patrick et Annick, avec qui j'ai pu discuter comics et boire des coups. C'était un vrai plaisir et j'espère bien qu'on remettra ça l'an prochain. Mais on n'est pas là pour raconter nos beuveries, donc passons tout de suite à la première nouveauté de la semaine, à savoir Canary de Scott Snyder et Dan Panosian. Canary, c'est, je crois, le 4e récit signé Scott Snyder qui était initialement paru aux États-Unis sur Comixology, puis qui a ensuite été repris chez Dark Horse. Il y avait eu Clear, qui était dessiné par Francis Manapoul, auquel j'avais consacré une vidéo. Il y avait eu Démon, dessiné par Greg Capullo, et puis il y avait eu La Nuit de la Goule, dessiné par Francesco Francavilla, et je crois que j'en oublie pas. Et c'était vraiment 3 récits très différents. Clear, c'était de la science-fiction, Démon, c'était de l'horreur très série B, et puis La Nuit de la Goule, c'était davantage de l'horreur d'ambiance, et avec à chaque fois donc un dessinateur différent. Et ce 4e titre, Canary, je dirais que c'est un western Lovecraftien. C'est l'histoire du marshal William Holt, un personnage qui est connu dans tout le pays en raison des affaires sur lesquelles il a enquêté, mais en raison surtout des dime novels, les romans Akatsu, qui ont été tirés de ses enquêtes. Tout le monde a lu ses aventures, même si les récits qui en ont été faits reflètent pas forcément exactement la réalité des faits. L'action, elle se déroule en 1891, et le marshal Holt, après des années de bons et loyaux services, il s'apprête à prendre sa retraite. Mais on va lui confier une dernière enquête. Tout commence par un meurtre, le meurtre d'une institutrice qui a été tuée en plein cours. Un de ses élèves s'est levé, il s'est approché d'elle, et il l'a égorgée avec un rasoir. Et le meurtrier, c'est un gamin sans histoire, même s'il fait partie d'une famille qui vit un peu en marge du village où s'est déroulé le drame. Alors, l'enquête présente pas de difficultés particulières, le coupable, il est tout désigné, et le plus dur, ça va être pour Holt de convaincre la famille du môme de le laisser l'arrêter sans faire davantage de victimes. Et puis, surtout, la question qui reste en suspens, c'est pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Pourquoi ce môme sans histoire a tué de sang-froid son institutrice ? Et puis, très vite, on va se rendre compte que ce meurtre inexplicable, c'est pas le premier du genre. D'autres crimes ont eu lieu, tout aussi étranges. On a eu une mère de famille qui tue ses enfants à la hachette parce qu'il riait trop fort. On a un type qui a tiré sur une chorale dans une église parce qu'il trouvait qu'elle chantait faux. Et puis, on a eu quelques autres affaires tout aussi bizarres. Alors, tous ces meurtres n'ont a priori rien en commun, hormis leur étrangeté, mais un géologue qui a étudié la question va relier ces différentes scènes de crime à une montagne qui est située près d'une petite ville baptisée Canary. Et Canary, c'est un endroit que William Holt connaît bien, puisque 8 ans plus tôt, il y a réglé une de ses affaires les plus célèbres. C'est dans cette région qu'il a poursuivi un certain Hiram Tell, qui était un des criminels les plus recherchés du pays. Alors, cette histoire a été racontée dans les romans Akatsu consacrés au Marshal, mais ces romans n'ont pas raconté toute la vérité. La vérité, il n'y a que William Holt qui la connaît,
et c'est bien pour ça qu'il a aucune envie de retourner à Canary. Voilà pour le point de départ de ce récit complet. On est en présence d'un héros de Far West assez traditionnel, William Holt, qui va se trouver confronté à une série de situations qui n'ont rien de naturel. Que ce soit les meurtres sur lesquels il enquête, que ce soit les découvertes qu'il va faire aux alentours de Canary, et en particulier dans l'ancienne mine où sont morts de nombreux travailleurs suite à un accident, ou que ce soit face à Iron Tail des années plus tôt, rien de tout ça n'est naturel. Et Scott Snyder plante parfaitement bien et son décor et son ambiance. On est dans une étrangeté permanente, on est dans un monde dans lequel les pires dangers peuvent apparaître sous les apparences les plus anodines, et où en plus, c'est le Far West, tout le monde est armé. Et le très bon travail de Dan Panosian vient renforcer cette ambiance. L'artiste signe ici dessin, ancrage et couleurs. Et justement, sur les couleurs, il fait un boulot vraiment intéressant. Un élément assez marquant, c'est ces ciels, qui sont pas du tout représentés de manière naturelle. On a souvent des ciels jaune orangé, peint à grands coups de brosse, même si il s'agit en l'occurrence de brosse numérique, mais ce qui donne au décor une lumière surnaturelle, pesante, écrasante, et au final qui ajoute au côté inquiétant du récit. Et globalement, Dan Panosian signe vraiment une très bonne prestation. J'ai pas pu m'empêcher régulièrement de penser à Jean Giraud sur Lou Berry, évidemment, que ce soit les personnages ou les décors, on sent son influence sur ces planches. En tout cas, le résultat est vraiment très bon. Et côté scénario, je trouve que le plus souvent, Scott Snyder a une très bonne idée de départ, mais qu'il exploite souvent assez mal, qu'il utilise certaines facilités dans ses intrigues, et que son récit a souvent tendance à se casser la gueule dans la dernière ligne droite. C'était le cas de manière plus ou moins prononcée dans Clear et dans La Nuit de la Goule. Ici, alors c'est aussi le cas, mais de manière que je trouve moins impactante. Disons que Snyder a un peu de mal à relier tous les fils de son intrigue, et puis que les explications qu'il convoque dans la dernière partie du récit, elles sont un petit peu quelconques. Je parlais de western Lovecraftien pour décrire Canary. C'est vrai sur une bonne partie du récit, notamment dans la manière dont Snyder joue avec les nerfs du lecteur et fait surgir de temps à autre quelques horreurs des tréfonds de la Terre. Mais dans la dernière partie du récit, on a plutôt droit à une histoire ésotérique et pseudo-religieuse qui, à mon avis, est justement digne d'un roman Akatsu dont il est question tout au long de ce récit. Mais c'est pas plus dérangeant que ça. L'essentiel, c'est de nous avoir tenus en haleine quasiment tout du long, et puis d'avoir su mettre en scène quand même quelques moments assez mémorables. Et au bout du compte, Canary, c'est à mon avis le plus réussi des récits de Snyder parus chez Delcourt, et franchement, je regrette pas du tout la chevauchée. Canary est donc, comme je viens de le dire, paru chez Delcourt. L'album fait 160 pages, format Deluxe, donc 19 par 28 cm. La traduction, elle est de Nick Mailander, et il est au prix de 16,95 €. On passe de Delcourt à iComics avec Kali de Daniel Friedman et Robert Samlin, qui est paru dans leur nouvelle collection iGraphics, et qui a donc davantage vocation à se trouver au rayon BD et romans graphiques de votre libraire, plutôt qu'au rayon comics. Daniel Friedman, c'est un scénariste que je ne connais pas, j'ai pas l'impression qu'il ait publié grand-chose, sauf que, en préparant cette émission, j'ai découvert que vient tout juste de paraître
aux humanoïdes associés une autre BD qu'il a écrite, Bird King, dessinée par Chrome. Visiblement c'est de la fantasy, du peu que j'en ai vu c'est pas vilain du tout, et je pense que je vais assez vite me procurer ça, et du coup je devrais en reparler prochainement. Quant à Robert Semlin, c'est un artiste suédois qui semble surtout travailler dans le domaine du jeu vidéo, et sauf erreur de ma part, Kali c'est son premier comic book. Et c'est quand même une grosse patate dans la tronche, que ce soit niveau dessin ou storytelling. Alors, Kali c'est quoi ? C'est Furiosa. Bon alors je suis pas encore allé voir le nouveau Mad Max, mais disons que la lecture de Kali, ça fait quand même furieusement penser à l'univers de Mad Max. D'ailleurs, Kali et Furiosa sont sortis le même jour. Coïncidence, je crois pas. Et puis quand, en 4ème de couverture, iComics nous marque en bien gros le nouveau nom de la Furie, à votre avis, ils espèrent attirer quel public, quitte même à créer la confusion. Mais bon, à mon avis, quitte à viser une cible, c'est effectivement la bonne cible à viser, et il me semble que celles et ceux qui aiment Mad Max en général devraient aimer Kali. L'histoire se déroule donc dans un univers qu'on devine post-apocalyptique. Daniel Friedman n'entre pas vraiment dans les détails, mais l'essentiel de l'action se déroule dans un décor désertique, où des gangs motorisés s'affrontent et évidemment s'entretuent. On a également une force militaire plus organisée et mieux équipée aussi, et qui semble être tout ce qui reste de pouvoir politique et organisé dans ce coin de monde, mais il s'agit d'un pouvoir très autoritaire et qui dézingue tout ce qui lui obéit pas. Et au milieu de ça, on a Kali. Kali, on l'apprend très vite, c'est la chef d'un de ces gangs qui sillonnent le désert, et c'est un gang qui est composé seulement de quelques individus qui sont toutes des femmes. Et Kali a été trahi par son gang, qu'il a laissé pour morte avec un couteau planté dans le dos. C'est comme ça que les militaires l'ont ramassée, et c'est comme ça que le lecteur la découvre pour la première fois. Et Kali, elle a qu'un seul objectif, elle a qu'une seule idée en tête, c'est de se venger de celles qui l'ont trahi. Et il n'y a rien, mais alors absolument rien, qui l'empêchera d'arriver à ses fins, quoi que ça doive lui coûter. Et à partir de là, on est lancé dans une course-poursuite non-stop entre Kali et ses anciennes sœurs d'armes, avec régulièrement d'autres groupes armés qui vont se mettre en travers de son chemin et qui vont tous connaître un sort similaire. Je parlais de ressemblance avec Mad Max, alors c'est pas juste au niveau du décor ou des courses-poursuites en plein désert, c'est également au niveau du rythme, qui est frénétique, qui n'arrête jamais, ou alors juste pour de brèves séquences, mais qui sont là plus pour faire monter la tension que pour laisser le lecteur souffler. C'est vraiment un récit qui fonce à toute allure et où tout s'enchaîne à toute vitesse. Tu peux même pas poser le bouquin 2 minutes juste pour aller pisser, il n'y a aucun moment dans le récit propice à faire une pause. Quand tu le commences, tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Et puis, il y a donc les planches de Robert Semlin, avec un dessin très réaliste et très beau, et puis aussi, et surtout, ces planches sont incroyablement dynamiques, ces personnages sont en perpétuel mouvement, on a une narration et un découpage quasiment cinématographique, tout ça est à la fois incroyablement beau et spectaculaire. Vraiment, c'est un des plus beaux comics parus en France cette année, et pourtant on a eu droit à de sacrées belles choses depuis, justement, le début de l'année. Donc ouais, Kali, vraiment, grosse baffe. Kali, c'est donc un récit complet, qui est complété à la fin par une trentaine de pages de travaux préparatoires de Robert Semlin. On a des études de personnages, on a le storyboard aussi, et là aussi ça donne quelque chose de vraiment très chouette.
Kali est donc paru chez iComics, collection iGraphics, 176 pages, format classique 17 cm et demi par 26,5. La traduction, elle est de Basile Begri, et l'album est au prix de 24,95 €. Et là, quand même, maintenant que j'ai dit tout le bien que je pensais de ce récit, on va quand même s'arrêter 2 secondes là-dessus. Et je reprends le Canary dont je parlais tout à l'heure. Et là, quand même, il va falloir m'expliquer un truc. 16,95 €, 24,95 €. Autrement dit, Kali est quasiment 50% plus cher que Canary. Pourquoi ? Niveau pagination, Kali il fait 16 pages de plus. 176 pages contre 160. Côté format, par contre, Canary est quand même sensiblement plus grand. Au niveau de la couverture, il y a un vernis sélectif sur Kali qu'il n'y a pas sur Canary. Mais pour ce qui est des coûts de fabrication des livres, je suis à peu près certain que Canary est plus cher à fabriquer que Kali, ne serait-ce que en raison de son format. Donc, vraiment, je voudrais savoir, et surtout je voudrais comprendre ce qui justifie le fait que Kali soit vendu 50% plus cher que Canary. Parce que là, vraiment, il y a un truc qui m'échappe. Et pour être tout à fait franc, avant d'acheter Kali en VF, je suis allé vérifier le prix de la VO chez Dark Horse. Alors, pas de bol, elle est même un peu plus chère. La VO, elle est à 30 $. Donc, je me suis résigné à prendre cette VF parce que, encore une fois, c'est un excellent bouquin. Mais, une fois de plus, avec cet éditeur, j'ai quand même cette sale impression qui me fait les poches. C'est pas le seul à avoir ce genre de politique tarifaire, mais en ce qui les concerne, c'est vraiment devenu systématique et ça me gave vraiment. Bon, passons à autre chose, quoique on va encore parler prix des comics, avec Deadpool le canard, paru dans la collection Deadpool de chez Carrefour. Alors, ça fait quelques semaines déjà que cette collection est disponible, mais je viens seulement d'en récupérer un exemplaire. Chez moi, j'ai pas un Carrefour à moins de 30 km, mais j'ai profité de mes pérégrinations du week-end pour aller faire un tour dans un Carrefour qui se trouvait tout près de l'endroit où je logeais, et j'ai donc chopé celui-ci. Alors, effectivement, Carrefour a très bien fait les choses, avec un grand présentoir dédié et illustré aux couleurs de Deadpool, et ça a l'air de bien marcher leur opération. En tout cas, dans celui où je suis allé, certains titres étaient plus disponibles, il en manquait au moins 3 ou 4. Alors j'avais pas non plus l'intention de faire une razzia sur toute la collection, surtout que en feuilletant un peu, je me suis rendu compte que j'avais déjà une bonne partie de ces récits dans une édition ou dans une autre. Par contre, celui-ci je l'avais jamais lu, et j'avoue que il m'intriguait un peu quand même, ne serait-ce que pour le curieux croisement entre ces deux personnages atypiques de l'univers Marvel, que sont Deadpool et Howard the Duck. C'est donc un gros volume de 240 pages, format souple, qui contient 2 mini-séries. La première, c'est donc Deadpool the Duck, qui date de 2017, et qui est signé Stuart Moore et Jacopo Camani. Et la seconde, c'est Deadpool Too Soon, qui date de la même époque et qui est signé cette fois Joshua Corin, Todd Nauck et Riley Brown. Et puis, tout à la fin, on a un très court récit qui, lui, est extrait de Deadpool 27 de 2014 par Gail Simone et Alvin Lee. Alors, je vais pas parler de la deuxième histoire parce que j'ai pas encore eu le temps de la lire. Mais la première, donc Deadpool the Duck, on va dire que c'est une agréable andouillerie, avec donc Deadpool et Howard the Duck qui vont croiser la route d'un troisième personnage, Rocket Raccoon, lequel, Rocket, apparaît pas franchement dans son état normal. Et puis, suite à un malencontreux incident, on va dire, Deadpool et Howard vont fusionner pour donner donc naissance à cette nouvelle bestiole.
que voilà. Et franchement, c'est un truc qui se lit vraiment bien, avec 2-3 petites bonnes idées, et puis un récit qui est quand même très rythmé. On se retrouve brusquement dans une station spatiale avant de revenir sur Terre et de continuer à tout péter. Donc c'est vraiment pas du tout déplaisant à lire, bien au contraire. Et puis bon, à 2,99€ le volume, on peut dire qu'on en a largement pour son argent. Et en plus, la qualité du bouquin me semble tout à fait bonne. C'est du souple, évidemment, mais que ce soit le papier, l'impression, franchement, c'est tout à fait bien. Ça rappelle, pour ceux qui ont connu, la collection Marvel Select, ou avant ça, les Monster Editions. Alors, un truc que je savais pas, c'est que 2,99€, c'est le prix de lancement, qui du coup est valable jusqu'à fin septembre, donc ça laisse largement le temps de faire ses emplettes. Mais ensuite, les volumes de la collection passent à 9,90€. Mais bon, même à ce prix-là, à 9,90€, les 240 pages au format 18 par 26 cm, c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui dans l'offre de comics en librairie. Alors, évidemment, on parle ici de récits qui ont déjà été publiés par ailleurs, donc une partie de leur coût a été amortie, et puis en même temps, je peux me gourer parce que les titres Deadpool, c'est quelque chose que je suis d'un peu loin, mais il me semble pas que ce soit des récits qui étaient exploités dans 15 formats différents, contrairement à ce que Panini peut faire sur d'autres titres. Alors ça peut être le cas sur certains des volumes, mais sur le Howard the Duck, en tout cas, Howard le Canard, j'ai pas souvenir qu'il y a eu beaucoup d'éditions précédentes. Alors, effectivement, aujourd'hui on a la collection Marvel Poche, qui propose en librairie des titres à un prix accessible à un lectorat plus large, et c'est une très bonne chose, même si du coup là il s'agit de bouquins au format plus petit que celui-ci. Mais vu le catalogue dont dispose Panini, 4 ou 5 albums tous les mois, ça fait quand même petit bras. C'est-à-dire que il publie à peu près autant de Marvel Poche que d'Omnibus, pour mettre en comparaison. Et en voyant cette édition Carrefour, je me demande si vraiment développer une gamme plus large de titres qui rééditent quelques années après leur première publication des séries Marvel, est-ce que c'est commercialement et économiquement impossible? Parce que, très franchement, si Panini publiait ce genre de bouquins de manière régulière et suivie, dans un format similaire, à 10 balles le volume de 240 pages, je parle même pas de les faire à 2,99€ comme c'est le cas ici, mais à 10 balles les 240 pages, les rééditions, clairement, moi je serais client. Et même traduit par Laurence Bellingard, à ce prix-là, je suis prêt à passer outre. Bon, visiblement, c'est pas les choix éditoriaux qu'a fait Panini, mais c'est aussi ce qui explique, en premier lieu, pourquoi je n'achète plus qu'une partie infime de leur production. Voilà, sur ces veines palabres économico-littéraires, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram, avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.